Grâce Doucet, tome 1, Les yeux verts d'Éléonore, suite. Lundi 21 juin 1999. Après ce séjour familial à Ischia, Éléonore et François furent heureux de se retrouver seuls chez eux. Seuls, ils ne le restèrent pas très longtemps, puisqu'ils étaient attendus pour déjeuner avec les parents de François le dimanche. Ils durent se réhabituer à des températures plus fraîches, car après la chaleur estivale du samedi lors de leur retour, elles avaient brusquement chuté le dimanche. De quoi rester sous la couette. Ils ne se privèrent d'ailleurs pas pour se réchauffer l'un l'autre. Éléonore reprenait 2 journées ce lundi. Elle put donc partir au travail avec François. Leur arrivée ne passa pas inaperçue. Bronzés et tous les deux encore plus blonds sous l'effet du soleil d'Ischia, ils rapportaient un peu de la chaleur italienne à Bois-Guillaume, qui ce jour-là ne bénéficiait que de 13 petits degrés, une température qui ne correspondait pas à ce qu'on peut imaginer pour le premier jour de l'été. Ils s'étaient arrêtés pour acheter des croissants pour la pause. Éléonore, qui avait passé beaucoup de temps en cuisine à Ischia, avait aussi préparé des sfogliatelle riccie, des pâtisseries napolitaines en forme de coquillage de pâte feuilletée, fourrées de ricotta, de semoule et de fruits confits. L'équipe était heureuse de les revoir, tout comme eux étaient ravis de revoir leurs collègues et de reprendre le travail. Le service était plein comme d'habitude, et les automatismes revinrent très rapidement pour l'un et l'autre. Ce lundi 21 était aussi celui de la fête de la musique. Aussi, après leur journée de travail, ils firent un tour en ville main dans la main. La pluie qui avait fait son apparition en début d'après-midi avait heureusement cessé. Si les températures étaient un peu fraîches, au moins les artistes et les amateurs de musique purent s'en donner à cœur joie. Ils déambulèrent dans les rues, écoutant ici une chorale, là un concert de rock, plus loin du reggae. Il y en avait pour tous les goûts. Ils poussèrent jusqu'à la place de l'hôtel de ville et rentrèrent vers minuit. Ni l'un ni l'autre n'avait pensé à vérifier la boîte à lettres. En 2 semaines, le courrier s'était accumulé. Éléonore prit au passage le paquet d'enveloppes et publicités diverses. Ils firent un premier tri rapide, éliminant les publicités. Mais une enveloppe sauta aux yeux de la jeune femme. Son cœur fit un bond dans sa poitrine à la vue du logo de Médecins sans frontières. François la vit pâlir. Les mains tremblantes, elle lui tendit l'enveloppe, incapable de parler. Le cœur battant à tout rompre, elle attendit le verdict. « Je dois partir le 28 juin pour l'hôpital de Mitrovica, renforcer la petite équipe qui vient d'arriver sur place. » Éléonore se jeta littéralement dans ses bras. « Je savais que tôt ou tard ce courrier allait arriver, mais je préférais ne pas trop y penser. Il ne nous reste qu'une semaine ensemble avant que tu partes. Je te promets de ne pas craquer, enfin, d'essayer. Combien de temps durera ta mission ? Jusqu'à la fin décembre. Tu as des informations sur la zone où tu vas te retrouver ? » Elle voulait paraître forte, mais François la sentait trembler tout contre lui. « Dans la région de Mitrovica, tout ce que je sais, c'est que Mitrovica est une grande ville industrielle, divisée en 2, voire plus. Une rive sud où il y a une majorité d'Albanais et au nord une majorité de Serbes. Il y a d'autres minorités comme les Bosniaques et les Roms. Le quartier des Roms a été entièrement détruit pendant la guerre. Le problème qui se pose, c'est que l'hôpital se trouve en zone serbe et que les Albanais n'y sont pas les bienvenus. Déjà avant la guerre, l'accès aux soins des Kosovars albanais a été restreint. Et quand ils sont pris en charge, ils ont la peur au ventre. La présence permanente d'un anesthésiste de MSF a pour but de rassurer les familles des victimes albanaises des mini-bombes à retardement disséminées par les forces spéciales et la police serbe dans les maisons et les jardins. Mon Dieu, quelle horreur! L'hôpital de Mitrovica est en fait un laboratoire d'essai pour faire coexister les 2 communautés. Les médecins serbes et albanais tentent de coopérer. Les blessés par mine y sont systématiquement conduits. Mais je ne sais pas si je serai affectée à l'hôpital ou intégrée à l'une des équipes mobiles déployées pour mettre en place ou rouvrir des dispensaires dans les villes et villages alentours. J'essaierai d'en savoir plus. Tu as raison. Inutile de se torturer l'esprit dès ce soir. Je vais me coucher. Je suis épuisée et je suis du matin demain, ou plutôt tout à l'heure.
Éléonore ne dormait toujours pas quand François la rejoignit. Il l'avait bien perçue à sa respiration. Dès qu'il fut près d'elle, elle se blottit contre lui. Sa main effleura son torse, ses épaules, descendit le long de son bras. Elle saisit sa main pour en embrasser la paume, puis chaque doigt. Il sentit une larme tomber sur sa poitrine. Ses caresses eurent l'effet habituel sur lui. Il n'y tint plus et la fit basculer sur le dos pour couvrir son visage de baisers et lui prendre les lèvres. Il la sentit frémir et trembler comme une feuille sous ses caresses. Brusquement, elle fut sur lui prit la bouche dans un baiser désespéré qui augmenta le désir de François. Elle ne voulait plus attendre. Elle s'empala sur le sexe dressé. Elle voulait le sentir en elle, au plus profond d'elle, et il souleva le bassin pour satisfaire cette urgence. Les yeux d'Éléonore étaient remplis de larmes, et elle cria son nom pendant qu'elle le chevauchait. Leur rythme s'accordait parfaitement. Le plaisir semblait près de déferler sur elle comme un tsunami. Le jeune homme la prit par les hanches pour accélérer le rythme, la pénétrer encore plus profondément. Une vague immense les emporta tous les deux au même moment. Éléonore, toujours en larmes, des larmes de chagrin et de plaisir mêlés, s'écroula sur le corps de son mari qui l'étreignit. Ils restèrent soudés l'un à l'autre sans bouger. La jeune femme s'endormit ainsi. Quand sa respiration lui indiqua qu'elle avait sombré dans le sommeil, François la fit basculer doucement sur le côté pour ne pas la réveiller, et la garda tout contre lui. Mardi 22 juin 1999. Éléonore était déjà partie travailler quand François se réveilla. Elle lui avait laissé des post-it « Je t'aime » sur le miroir de la salle de bain, sur la bouilloire, sur le réfrigérateur, mais aussi sur le pare-brise de sa voiture. Il avait hâte de la retrouver dans le service. Il était à peine arrivé dans son bureau qu'elle était là, avec 2 mugs de thé de chai, un pour chacun. Il lui prit des mains, les posa sur le bureau et l'emprisonna dans ses bras. « Moi aussi, je t'aime » lui chuchota-t-il à l'oreille. Leurs lèvres se joignirent. « Désolé de t'avoir presque violée cette nuit. »« Tu ne m'as pas violée, mon amour. J'étais consentant plus que consentant. Tu m'as surtout pris par surprise, et tu vois, je te referai bien l'amour ici, tout de suite. Mais ça, c'est impossible. Nous avons du travail tous les deux. Mais jusqu'à la fin de la semaine, il va falloir assurer, car je vais abuser de ton corps en dehors des heures de travail. »« Je ne demande pas mieux, » répondit-il en l'embrassant dans le cou. Ils burent leur thé refroidi en vitesse avant de reprendre chacun leurs activités. Éléonore avait passé l'après-midi au studio de danse pour éviter de penser au prochain départ de François. S'enivrer de musique, se concentrer sur une nouvelle chorégraphie, enchaîner les exercices jusqu'à épuisement, c'était la seule façon de vider son esprit. C'est en grand écart facial, les coudes au sol en train de lire, que François la retrouva en rentrant. Il est vrai qu'elle l'avait averti, à l'issue de leur première nuit, des positions bizarres qu'elle pouvait prendre pour se détendre, mais cela le surprenait toujours. Jamais elle ne deviendrait ennuyeuse. Il la regardait avec une bouleversante tendresse. « Si tu savais comme je t'aime, mon amour. » En le voyant, la jeune femme s'était relevée pour se précipiter dans ses bras. Il avait attendu ce moment toute la journée, la sentir contre lui. Dans quelques jours, il allait falloir se séparer pour 6 longs mois. Il se demandait comment ils allaient tenir tous les deux. « As-tu faim » lui demanda Éléonore avec une lueur dans le regard qui ne le trompa pas. « Très faim, mais de toi. »« Pas de problème, j'ai préparé une salade composée, donc elle peut attendre. Mais pas moi. » Il la prit dans ses bras et la transporta jusqu'au lit. Il leur fallut quand même songer à manger. Ce repas pris rapidement fut l'occasion d'aborder un sujet qu'Éléonore aurait voulu éviter, mais que François avait besoin d'évoquer, et la jeune femme le savait. Elle ne voulait pas qu'il se sente coupable et lui facilita la tâche. « As-tu pu en savoir plus sur ta mission ? Tu es sûre de vouloir aborder ce sujet ? Je sais que cela te fait souffrir, dit-il en lui caressant le visage. Toi aussi, tu en souffres et tu as besoin d'en parler. Nous devons tout partager, François, ce qui nous rend heureux, mais aussi ce qui nous rend tristes. Dis-moi. » Je dois partir le 28 pour l'aéroport international de Tirana, car celui de Pristina est occupé par les militaires. Ensuite, je rejoindrai le district de Mitrovica.
Dans un premier temps, mon rôle sera de m'occuper d'équipes mobiles sur Clina et Rezzala et évaluer les besoins. À Clina, le personnel local est déjà revenu et la maison de santé devrait être rapidement opérationnelle. Il faudra aussi évaluer les besoins à Novo Selo, Kladenica et d'autres villes, et bien sûr les besoins de l'hôpital de Mitrovica. Pour l'instant, seuls un anesthésiste et une infirmière anesthésiste vont travailler à l'hôpital, les médecins serbes et bosniaques. Mais MSF pense que leur présence facilitera la coopération entre l'équipe serbe et l'équipe albanaise. Je n'ai pas beaucoup suivi les événements là-bas, et je le regrette maintenant que tu vas y aller. Peux-tu me résumer la situation ? Depuis que fin mars, l'OTAN a commencé ses bombardements sur la Serbie et le Kosovo, les forces serbes ont accentué la terreur et des milliers de Kosovars albanais ont fui en Albanie, en Macédoine et au Monténégro. MSF a donc organisé des opérations de secours aux frontières du Kosovo pour venir en aide à ces réfugiés et à alerter sur le sort des Kosovars albanais restés dans la province sous l'emprise des forces serbes. C'est le cas de ceux de Mitrovica. Ces Kosovars albanais ont été victimes de terreur et d'expulsion. Parmi l'aide que nous pouvons apporter, il y a rouvrir ou mettre en place les dispensaires, apporter du matériel médical, des médicaments, du matériel de secours, des soins aux populations. Tu sais, je me suis renseignée pour une éventuelle mission en tant qu'infirmière. J'ai le nombre d'années d'expérience requise, mais il faut qu'elle soit sur 2 services différents, et je viens seulement d'intégrer la médecine interne. Je ne suis pas sûre que cela suffira comme seconde expérience, mais crois-moi, s'il y a la moindre chance de me rapprocher de toi, je la tenterai. Éléonore, la battante est de retour. Je sais que tu en es capable, mon amour, mais en attendant, nous avons beaucoup mieux à faire. Viens. Si j'ai bonne mémoire, tu es d'après-midi demain. Vendredi 25 juin 1999. Éléonore était en repos. Elle tardait à se lever. Apaisée, comblée, elle avait encore l'impression de sentir la chaleur du corps de François sur le sien. Elle se contraignit à quitter le lit pour sa séance de yoga et de méditation. Mais elle n'arrivait à se concentrer sur rien ce matin. Rien, à part François. Ce qu'elle ressentit pendant cette méditation lui donna une idée. Ce qu'elle avait éprouvé, il le pouvait aussi. Elle mit aussitôt son idée en pratique, puisant dans sa mémoire pour constituer un support. Elle se souvint qu'elle avait un dictaphone avec des microcassettes. Elle l'avait notamment utilisé pour des entretiens lors de sa formation infirmière initiale, mais surtout lorsqu'elle s'était formée à l'hypnose conversationnelle. Elle passa sa matinée entière à enregistrer sa voix. Elle savait la maîtriser pour en faire un outil hypnotique très efficace. L'objectif était de mettre en transe, d'appuyer sur certains mots spécifiques afin de capter l'attention et orienter les pensées des personnes sur lesquelles elle utilisait l'hypnose conversationnelle. Le ton de sa voix était un outil de persuasion de premier ordre. Elle pouvait réveiller un état émotionnel spécifique grâce à l'utilisation de différentes inflexions. Elle modulait sa voix, jouant avec sa tonalité vers le haut ou vers le bas, la transformant en une puissante montagne russe émotionnelle. Par sa voix, elle allait transmettre l'émotion qu'elle voulait essayer de faire vivre à François. Il fallait qu'elle fasse en sorte que chaque mot résonne vraiment avec son contenu émotionnel. Elle pensa à certains grands chanteurs à voix, s'imprégna de la façon dont ils s'y prenaient pour donner une signification aux mots amour ou encore haine, et ainsi créer une connexion forte avec leur public. Sa pratique du chant pouvait l'y aider. Quel que soit le résultat de ces enregistrements, s'ils n'atteignaient pas leur but, ils auraient au moins le mérite de l'amener à un état de relaxation bienfaisante. Elle avait l'intention de tenter l'expérience en live le soir même, à l'occasion d'un pique-nique. Un peu avant 13h, elle rejoignit François dans son bureau afin d'aller ensemble déjeuner au self. Chaque moment ensemble était précieux. Le jeune chef de clinique étant en consultation toute l'après-midi, elle eut juste le temps avant de partir de l'embrasser et de lui chuchoter « Rendez-vous ce soir à partir de 19h, Côte Sainte-Catherine, je t'attendrai. » Aussitôt revenue à Rouen, elle se rendit au studio de danse. Elle avait besoin de bouger. Quand François arriva avec sa voiture sur le parking, il y avait un seul véhicule, mais pas la Fiat d'Éléonore. Elle avait dû venir à pied
et emprunté le sentier abrupt depuis le cimetière du Mont Gargan et les 525 marches qui menaient au panorama. Les 130 dernières, permettant d'atteindre le belvédère, venaient d'être ajoutées par les services municipaux, sans doute en prévision de l'armada du siècle qui devait commencer le 9 juillet. Le panorama, déjà splendide, le deviendrait encore plus avec tous les grands voiliers qui allaient s'installer pour quelques jours à Rouen pour la grande fête maritime. Éléonore était là, en train de lire, allongée sur l'herbe. Bien qu'il s'approchât à pas de loup, elle perçut sa présence. Elle se redressa et lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle, avec un sourire radieux et une petite lueur dans ses yeux émeraudes qui l'alerta. Qu'avait-elle encore préparé ? Éléonore, ne me regarde pas comme ça, tu sais exactement ce que ça me fait. Moi, je ne suis venue que pour pique-niquer avec mon amoureux, en admirant le panorama et profiter ensuite du coucher de soleil sur ma ville. Il s'assit juste à côté d'elle et l'enlaça. Très bien, je te laisse t'admirer le paysage, mais moi je préfère t'admirer toi. Le soleil justement auréolait ses cheveux d'or et ses yeux paraissaient d'un vert plus lumineux. Il n'avait jamais vu des yeux aussi beaux. Et il n'y avait pas que ses yeux, mais aussi sa bouche, son cou, ses seins, tout. Il ne put résister à l'envie de l'embrasser et la renversa pour mieux lui entr'ouvrir les lèvres et la caresser. Des voix l'interrompirent dans son élan. Dès qu'il faisait beau, des touristes ou même des Rouennais venaient admirer le panorama. Éléonore pouffa de rire devant la mine boudeuse de son mari. « Ne t'inquiète pas, tu l'auras ton gros câlin, mais pas tout de suite. Je l'espère bien. En attendant, un spritz ? Pourquoi pas ? Elle les servit et trinqua. À nous, à cette soirée qui ne fait que commencer. Bien sûr, nous ne sommes pas sur le Campo Santa Margherita à Venise, mais la vue n'est pas mal. Je te sens encore un peu en Italie. J'aimerais encore y être. Ça nous laisserait encore un peu de temps ensemble. Mais ne nous laissons pas gagner par la tristesse. Bruschette, crostini et tutti quanti, ça te va ? Parfait. Et en dessert, tiramisu framboise. Je t'adore. La température était agréable. À 21h, il faisait encore 22 degrés. Les derniers touristes semblaient être partis. Ils étaient enfin seuls. « Dis-moi, ce gros câlin, tu n'as pas prévu de le faire ici ? » ?»« Le vrai ? Non. Mais je te propose une expérience. Qu'est-ce que tu as encore mijoté ? » Elle fixa ses yeux verts dans les yeux bleus de François et prit la voix de K dans les livres de la jungle. « Aie confiance. » « Tu as l'intention de m'hypnotiser ? Il y a de ça. Tu te souviens de l'APL de ce patient un peu agité ? Si je m'en souviens, tu m'as scotché ce jour-là. Eh bien, ce type d'hypnose peut être utilisé à des fins érotiques. Il est possible d'atteindre l'orgasme par la pensée, grâce à l'hypnose, mais aussi la méditation. Je le sais, je l'ai expérimenté ce matin, tellement j'étais fixée sur toi pendant ma méditation. Bravo, dit François en riant. Ce n'était pas le but de ma méditation initialement, et je te l'accorde, ce n'était pas un orgasme aussi puissant que lorsque nous faisons l'amour, mais un orgasme tout de même. Je crois que je te vois venir, mon amour. Tu t'es dit, puisque j'y arrive, peut-être y arrivera-t-il aussi, comme ça, quand il sera tout seul au Kosovo, il ne sera pas tenté par d'autres femmes que moi. J'avoue que j'y ai pensé très fort. Alors ? Ça ne me coûte rien d'essayer, j'ai confiance en toi. Mais pour l'instant, il ne faut pas de contact physique entre nous. Cela risque de te parasiter. En ce qui me concerne, je vais fermer les yeux pour ne pas me déconcentrer. Ça commence mal, mais à vos ordres, coach. Mets-toi dans la position que tu préfères pour méditer. Vu l'objectif, je préfère m'allonger. C'est parti pour faire travailler ton imagination et ta créativité. Tu es bien installé ? Ma voix va t'accompagner tout du long. Prêt ? La voix d'Éléonore le guida au début comme pour une séance de relaxation. La jeune femme laissa François se détendre du bout des orteils jusqu'à la racine des cheveux, toujours guidée par sa voix. Mais au bout de 5 ou 6 minutes, la voix continua toujours aussi lentement, mais devint plus sexuelle.
La détente s'aventure maintenant le long de tes deux bras. Tu ressens peut-être comme une lourdeur, là, dans chacun de tes poignets. Peut-être même qu'une de tes mains, la droite ou la gauche, est plus lourde maintenant que l'autre. Et je ne sais pas où sont positionnées tes mains. Peut-être qu'elles sont près de ton sexe. Peut-être qu'elles sont positionnées juste au-dessus de ton sexe et qu'elles apportent là une douce chaleur, un doux plaisir. Elle reprit après un bref silence. Ressens également maintenant la détente et le calme qui se diffuse dans ta nuque. Pour plus de confort encore, tu peux déglutir afin que ta gorge rejoigne ce calme et cette détente. Ton visage se relâche de plus en plus, ta mâchoire, ta langue qui flotte délicatement dans ta bouche, tes joues. Tes paupières peuvent maintenant se fermer si ce n'était déjà fait, et tes yeux sont calmes, relâchés, tandis que ton front se lisse. Ton crâne tout entier est détendu. Tu es bien. Tu es entré dans un état de douceur et de calme, où le plaisir peut désormais s'approcher. Tu es bien, du sommet de la tête jusqu'à l'extrémité des orteils. Une énergie nouvelle s'est emparée de toi, et je ne sais pas si, là, déjà, ton sexe ressent une certaine chaleur, comme des papillons dans le ventre. Et pourtant, c'est plus bas que le ventre. Alors je vais te demander de prêter toute ton attention à ce qui se passe dans cet endroit de ton corps, d'amener ton attention sur ton sexe et d'y laisser s'y diffuser un désir, un plaisir de plus en plus agréable. Éléonore garda le silence quelques secondes. Et pour cela, je vais te proposer d'aller voyager dans ton pays fantasmatique. Tu n'as rien d'autre à faire que de laisser venir ce qui vient. Laisse venir l'un de tes fantasmes. Peut-être un fantasme que tu connais bien depuis longtemps. Ou peut-être un fantasme nouveau. Ou plus caché, plus secret. Ce n'est pas important. Ce qui est important, là, c'est que tu laisses venir ce fantasme tel qu'il est dans ton inconscient, tel qu'il vit à l'intérieur de toi, tel qu'il est à l'intérieur de toi, peut-être depuis toujours, car ce fantasme a de bonnes raisons d'être là. Il ne dit rien de toi. Il dit simplement qu'il y a là des choses qui peuvent te permettre facilement de parvenir à un plaisir, à un orgasme extraordinairement puissant. Appelle ce fantasme et permets à ton imagination de le visiter pleinement. Après un nouveau silence, où elle respira lentement, profondément, elle reprit. Crée la scène, comme si tu étais le réalisateur, comme si tu étais le metteur en scène. Pour l'instant, place les personnages, le décor. Je ne sais pas si ton fantasme se déroule à l'intérieur ou à l'extérieur, si c'est la nuit ou en pleine journée. Je me demande s'il y a des bruits dans ton fantasme. Est-ce la nature, la ville? Est-ce un public? Y a-t-il des voix, des chants, de la musique? Une musique sensuelle? Et tu peux même peut-être entendre ta voix dans ton fantasme.
Laisse aller ton imagination. Laisse faire toute ta créativité. Certainement qu'il y a aussi des odeurs dans ton fantasme, des odeurs de peau et de désir, des odeurs de baisers et des goûts de bouche contre des peaux, le goût d'une peau, le goût d'un sexe. Permets-toi de ressentir et de sentir tout cela. Permets-toi de goûter à tout cela. Tu peux aussi zoomer pour voir les détails qu'il te plaît de voir, ou de reculer afin de mieux voir la scène dans son ensemble. La voix reprit après quelques secondes d'arrêt. Laisse défiler ces images comme un film. Installe tous ces éléments et lorsque c'est fait, infiltre-toi dans ta scène. Tu es maintenant acteur de ce moment. Et là, permets-toi de sentir d'encore plus près toutes ces odeurs de désir, de plaisir. Permets-toi de voir tout ce qu'il y a à voir, d'entendre tes mots prononcés et puis de ressentir de plus en plus le désir à l'intérieur de ton corps, le désir qui monte dans ton sexe. Vis ce moment, vis l'énergie de ce moment pleinement. Ressens cette énergie, ressens ton plaisir qui monte. Laisse-le monter, laisse-le pulser. Concentre-toi. Prête toute ton attention là, sur ton sexe. De plus en plus, laisse vivre ton fantasme. Ressens ton désir grandir, ton plaisir s'intensifier de plus en plus. Tu es au bord de l'explosion. Tu es au bord de la jouissance. Autorise-toi à vivre ce moment pleinement. Ne jouis pas encore, pas encore. Fais le tour de tout cela, le tour de toutes ces images. La respiration d'Éléonore accompagnait ce moment proche de la jouissance. Après une grande aspiration, elle poursuivit. Et bientôt, oui, bientôt avec moi, tu vas parvenir à l'orgasme. De plus en plus fort, de plus en plus. Maintenant, la jeune femme se tut quelques secondes. Oui, finit-elle par ajouter avant un nouveau silence de quelques secondes. Voilà, très bien. Prends le temps de revenir à toi. Prends le temps de laisser ton corps se baigner dans cette énergie douce de la jouissance qu'il vient de vivre. Après un nouveau silence, sa voix reprit. Très bien. Je vais maintenant compter de 5 à 1 afin de te permettre de sortir de la transe et de te réorienter très doucement. 5. Reprends doucement conscience de toutes les parties de ton corps. 4. Reprends conscience de l'endroit dans lequel tu te trouves. À 3. Tu as envie de bouger doucement, peut-être de t'étirer. 2. Reprends une respiration qui peut finir dans un soupir. À ce moment, Éléonore expira longuement, incitant François à faire de même. Et tes lèvres peuvent s'étirer en un grand sourire de satisfaction. Et à 1, tu ouvres les yeux, pleinement apaisé, ravi de ce moment et en pleine forme pour continuer le fil de tes activités. Il reprenait ses esprits doucement. Il perçut la présence d'Éléonore qui s'était rapprochée et qu'il observait un léger sourire aux lèvres et les yeux brillants. Elle attendit qu'il soit bien éveillé pour le toucher.
et effleura doucement son visage et ses lèvres. Il frissonna. « Alors » demanda-t-elle. « Surprenant. Ta voix m'a d'abord fait plonger dans un état profond de relaxation. Je me sentais happée par mon esprit alors que mon corps était immobile. Et ensuite, bizarrement, quand ta voix a commencé à devenir plus sexuelle, quand elle m'a suggéré que certaines parties de mon corps ressentaient telle ou telle sensation, de me souvenir des stimulations que je connais et de le ressentir, à ce moment-là, j'ai eu l'impression que mon corps prenait le relais. Il semblerait que ça ait marché. Oui, ça a marché, mais sûrement parce que j'ai l'habitude de méditer et de créer des images mentales. Exact, car ce psycho-orgasme, entre guillemets, n'est pas accessible tout le temps ni à tout le monde. Tout dépend du degré de désir, du sentiment amoureux, de la capacité à complètement lâcher prise. Il faut aussi avoir une certaine liberté d'esprit pour associer le plaisir sexuel à l'activité cérébrale plus que physique. Tu es médecin, je ne vais pas te faire un cours sur le fonctionnement de ton cerveau, sur le rôle de l'insula, du cortex singulaire, de l'hypothalamus, etc. Ça m'a paru assez facile de créer la scène, je sentais ton parfum, le goût de ta peau, la texture de ta peau, mais il y avait surtout ta voix. Quand elle est devenue si sensuelle, j'ai complètement lâché prise pour vivre mon fantasme. Toi. François roula sur Éléonore pour l'embrasser fougueusement. Mais maintenant, je veux plus qu'un psycho-orgasme, j'en veux un vrai, et ensemble. Si on rentrait. Le temps de ramasser nos affaires. J'ai hâte. À peine 20 minutes plus tard, ils étaient rentrés et commencèrent, dès l'entrée, à jouir de leurs deux corps. Dimanche 27 juin 1999. Dès qu'Éléonore eut fini son quart de travail vers 14h30, elle rejoignit François dans leur appartement. Ils allaient passer leur dernière soirée ensemble. Tout était prêt pour le départ au Kosovo. La jeune femme voulait rester le plus possible avec l'homme de sa vie. Elle avait donc réservé une chambre dans l'hôtel le plus proche de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, soit à 600 mètres, peu importait si la nuit y coûtait un bras. L'avion décollait à 7 heures pour arriver à Tirana vers 18 heures, après une escale de plus de 7 heures à Rome. Ensuite, il fallait compter près de 4 heures de voiture pour parcourir les 200 kilomètres qui séparaient Tirana de Mitrovica. Il allait y retrouver le médecin anesthésiste et l'infirmière anesthésiste qui prenaient leur poste à l'hôpital de Mitrovica. La plupart des Kosovars qui étaient dans les camps de réfugiés aux frontières du Kosovo avaient pris le chemin du retour. Dans le Kosovo libéré depuis quelques semaines, le contexte restait mouvant avec la présence des militaires, des administrations onusiennes et beaucoup d'humanitaires. En discutant avec des collègues habitués des situations humanitaires, François avait perçu qu'il existait une grande différence entre la situation du Kosovo et les situations rencontrées, par exemple au Rwanda. L'état sanitaire des réfugiés n'était pas du tout le même. Les Balkans ne sont pas le tiers-monde avec ses problèmes de famine, de choléra. Les gens au Kosovo étaient dans un état de santé acceptable. Les enfants étaient rarement malnutris, mais leur état psychologique était en revanche préoccupant. Là où les Africains, habitués aux catastrophes, étaient fatalistes, les Kosovars étaient apathiques ou hystériques, et leur état n'était pas arrangé par les clôtures autour des camps qui leur donnaient l'impression d'être prisonniers. L'autre différence, c'était que les donations avaient été rapidement très importantes. Il y avait donc des moyens. Les réfugiés souffraient, comme dans tous les pays européens, de maladies chroniques, diabète, maladies cardiovasculaires, épilepsie. Et leur niveau d'exigence était différent par rapport à celle des Africains, car la prise en charge médicale à laquelle ils étaient habitués était satisfaisante. Ils avaient vécu une vie stable peu de temps auparavant, au contraire des réfugiés africains, errant d'un camp à l'autre parfois depuis des années. En outre, la plupart des camps n'étaient plus des camps de réfugiés, mais des camps de transit. De ce fait, les équipes médicales ne voyaient les malades que 2 ou 3 fois, sans pouvoir mettre en place une surveillance digne de ce nom. C'étaient des réfugiés, mais aussi des voisins, avec un niveau de vie correspondant à celui des autres Européens. La plupart des interprètes étaient des étudiants qui, comme en France,
travaillaient leurs cours sur un PC, et du jour au lendemain, ils n'avaient plus rien. Les Kosovars étaient en train de rentrer chez eux, mais l'état de destruction de leur pays était tel qu'il allait falloir du temps pour retrouver un semblant de normalité, retrouver une identité, car les Serbes leur avaient enlevé leurs papiers. Certains avaient réussi à conserver ces précieux documents par des moyens hallucinants, comme les cacher dans les couches de bébés, car si les Serbes pouvaient battre les femmes et les enfants, ils ne touchaient pas aux couches souillées de sel. La tâche des équipes médicales ne s'annonçait pas simple. Dans l'immédiat, l'objectif des jeunes mariés était de profiter l'un de l'autre encore un peu. Ils avaient besoin de s'isoler du monde extérieur pour vivre encore quelques heures leur relation passionnelle. Ils étaient passés en coup de vent chez les parents de François dans la semaine pour qu'ils disent au revoir à ses parents et ses frères, et ils avaient dîné avec leurs 4 amis et témoins un soir. Mais ces 3 derniers jours, en dehors des heures de travail, ils étaient restés tous les deux dans leur bulle. Si leur amour restait aussi fusionnel depuis le début, c'est parce qu'ils savaient qu'ils allaient être séparés dans les semaines qui suivaient. Ils avaient peur, l'un et l'autre, de se perdre en s'éloignant l'un de l'autre. Cependant, ils savaient que ce serait un test grandeur nature pour éprouver la solidité de leur couple. Ils en avaient parlé, avaient évoqué leurs craintes sans tabou. François avait initié Éléonore au plaisir de l'amour et elle répondait toujours à son désir. D'instinct, elle avait su comment lui procurer du plaisir. Tout son corps semblait fait pour le ressentir et en donner. Elle aimait faire l'amour. Il n'avait jamais rencontré une femme capable de lui donner autant de plaisir et de ressentir plusieurs orgasmes de suite à part elle. Que se passerait-il si un autre homme exerçait sur elle le même magnétisme que lui? De son côté, Éléonore n'ignorait pas que François avait connu de nombreuses femmes avant elle. Il prétendait que l'envie de sexe était motivée par son amour et son attirance physique pour elle. Mais s'il éprouvait une attirance physique pour une autre, sans pour autant être amoureux, résisterait-il à la tentation? Il s'aimait profondément depuis 3 mois, était déjà marié, mais cet amour durerait-il dans le temps? Évoluerait-il vers un amour constructif et apaisé? Ils étaient persuadés que oui. Il est vrai que le désir physique qu'ils avaient l'un de l'autre était intense et continu. Cependant, ils ne ressentaient pas de mal-être quand ils étaient séparés, à condition que cette séparation ne dure pas excessivement, comme cela allait être le cas pendant la mission de François. Ils n'étaient pas possessifs au point de ne pas accepter que l'autre passe du temps avec d'autres personnes. François acceptait très bien les relations d'Éléonore avec Steph et Thomas, avec ses collègues de travail masculins, ses amis danseurs, ses sorties entre filles avec Sarah, tout comme la jeune infirmière acceptait les réunions tardives de François, dont la plupart des collègues étaient des femmes. Ils aimaient faire des choses ensemble, mais ne s'empêchaient pas de faire autre chose séparément. Ce qu'ils aimaient, c'était se retrouver ensuite tous les deux. Ils avaient déjà connu des remous dans leur couple, mais avaient finalement su s'écouter, se parler à un moment donné. Mais pour cette dernière soirée et cette dernière nuit ensemble, ils avaient bien l'intention de donner libre cours à leur passion purement charnelle. Ils allaient explorer chaque parcelle de leur corps pour l'imprimer dans leur mémoire, retenir la sensation de leurs caresses et de leurs baisers sur leur peau, le goût de leur peau, de leur bouche, de leur sexe, de leur odeur, peu importait qu'ils soient exténués le lendemain. Lundi 28 juin 1999. Éléonore essayait de se concentrer sur sa lecture, allongée sur le lit conjugal. Elle n'avait pas eu de nouvelles de François depuis son escale à Rome. Il était plus de 23 heures. Déjà 17 heures qu'ils étaient séparés. Ils avaient quitté l'hôtel à 5 heures du matin avec sur leur visage les traces d'une nuit d'amour torride. Éléonore était restée le plus longtemps possible avec François et ils restèrent longtemps enlacés, bouche contre bouche, avant de pouvoir se décoller l'un de l'autre sous le regard attendri des autres voyageurs. Elle avait attendu que l'avion décolle avant de récupérer la voiture de François et de rentrer sur Rouen. Épuisée par l'ennui d'amour, elle s'était couchée en arrivant et avait dormi jusqu'à midi. C'est l'appel de François depuis Rome qui l'avait réveillée. Elle était ensuite allée faire un tour à pied sur les quais de la Seine avec son sempiternel sac poubelle et s'était arrêtée à l'académie de danse faire un coucou à Steph avant de rentrer au calme et attendre des nouvelles. À 23h45, le téléphone sonna. François, enfin. La ligne n'était pas très bonne.
mais elle put au moins saisir qu'il était logé avec les autres membres de MSF à Mitrovica, dans une maison proche de l'hôpital. Il l'appelait de sa petite chambre. Cela lui rappelait sa colocation lors de son année de délégation pour une mission d'études en Angleterre pendant son clinica, puisqu'avec ses collègues, il partagerait le salon, la cuisine et la salle de bain. Une des premières choses qui l'avait frappé depuis qu'il avait passé la frontière du Kosovo, c'étaient les enfants au bord de la route qui saluaient avec de grands sourires le véhicule de MSF, les doigts levés en V. Le paysage était pourtant dévasté, avec des maisons brûlées partout, dont ne subsistaient que les conduits de cheminée. Il n'y avait pas vraiment de destruction massive par des armes lourdes, des armes de guerre, comme il s'y attendait. Il s'agissait plutôt de traces de pillage, les maisons ayant été incendiées une par une. Les soldats de la KFOR étaient partout, semblant être considérés comme des libérateurs, et partout aussi des humanitaires. Après quelques mots d'amour échangés, il fallut interrompre la conversation. La ligne étant mauvaise, ils échangeraient peut-être plus souvent des mails que des appels. Éléonore s'assoupit, rassurée que l'amour de sa vie soit arrivé à bon port.